deux questions, une sur les droits de l'homme, parce que nous sommes dans une conférence de droits humanitaires, et d'autres, comme moi j'étais dans la mission des Nations Unies donc, de cette histoire, il y a quelques rectifications que j'aimerais apporter. Déjà, le Front Polisario, c'est à la base un front de libération de Sraoui à Rabat, dans le Maroc, contre le colonisateur espagnol, et après, quand l'Espagne est partie en 1975, ils ont été récupérés par l'Algérie. Donc ça, vous ne l'avez pas mentionné. Deuxièmement, il y a l'avis consultatif de la CIJ qui dit, vous l'avez passé aussi sous silence, la réponse de la CIJ. La réponse de la CIJ était qu'il existe des liens. La Cour internationale de justice, vous ne l'avez pas mentionné, mais sa réponse exacte, est-ce que le Sahara occidental était une terra nullius? Sa réponse était 1, c'était pas une terra nullius. 2, qu'il existait des liens d'allégeance entre les tribus sahraouis et le soutien du Maroc. C'est sur cette base. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais continuer. Pas de bruit, hein? S'il vous plaît. Pas de bruit. Pas de bruit. Non, s'il vous plaît, je peux continuer. S'il vous plaît, je vais continuer. Donc c'est sur cette base, sur cette réponse de la Cour internationale de justice que le roi Hassan II avait donc initié la marche verte. C'est suite à ça, non pas donc suivant la chronologie. Je ne vais pas, pour laisser la parole aux autres, je vais reprendre juste quelques éléments. Concernant le référendum, il faut préciser que c'est le Maroc qui l'a proposé dès 1984. Ce n'est pas ni le Front Polisario, ni la communauté internationale. C'était une initiative aussi de Hassan II. Maintenant, sur les électeurs. Moi-même, j'étais présente quand il y avait la commission d'identification. Il y a eu la liste des électeurs a été le point de discorde entre les deux parties, et pour cause à la base, c'est parce que aussi le Polisario avait exigé que soit prise en compte uniquement la liste de 1974 établie par le colon espagnol. Cette liste excluait des Sahraouis qui étaient Sahraouis mais qui ont fui pour la guerre ou la répression espagnole, qui sont partis vers le nord. Donc à la base, il y a déjà cette liste de 74 qui a été longtemps imposée, donc qui a fait perdre des années de négociations. À la fin, au début des années 2000, quand la commission d'identification des Nations Unies ont vu qu'il était impossible de constituer une liste électorale parce que déjà les gens c'est des nomades et que les listes n'étaient pas correctes, a décidé de fermer cette commission. Maintenant, sur la République arabe sahraoui démocratique, c'est une république qui est autoproclamée, qui n'est pas reconnue par les Nations Unies. La seule institution qui la reconnaît, c'est l'Union africaine avec le soutien de l'Algérie. C'est pour ça que le Maroc l'a quitté, parce qu'il ne peut pas avoir une région de son propre territoire dans la même organisation internationale. Ça, c'est un deuxième point. Maintenant, sur le Maroc a proposé dans les négociations, ne dites pas que le Maroc va pour gagner du temps, parce qu'il a proposé depuis notamment les 10 dernières années avec le roi Mohamed VI, une solution qui s'appelle le plan d'autonomie, qui pour la première fois a l'acquiescement de la communauté internationale. La France, les États-Unis, beaucoup de gens ont maintenant, d'ailleurs il suffit de regarder les rapports du secrétaire général des Nations Unies, on ne parle plus du référendum, mais on invite les partis à trouver une solution politique négociée et mutuellement acceptable. Pour les droits à l'autodétermination. Maintenant, donc voilà, donc ça c'est l'autonomie. Maintenant sur les droits de l'homme, monsieur, et puisque vous en avez parlé, les camps de Tindouf, depuis 34 ans, c'est les seuls camps au monde, les camps de réfugiés, où la Convention de Genève sur la protection des réfugiés n'est pas appliquée. Depuis 1977, le HCR demande au Front Polisario et donc à l'État d'accueil, l'Algérie, de procéder au recensement des populations. Ce sont les seuls camps au monde où on ne sait pas à ce jour combien il y a de population. Et ça, c'est une violation flagrante du droit international. À ce jour, normalement, comme pour le droit des Palestiniens, il y a ce qu'on appelle le droit au retour des réfugiés, le droit au rapatriement volontaire. C'est pour ça d'ailleurs que le HCR a ouvert 2 bureaux, un à Laayoune au Maroc et l'autre à Tindouf, pour que celui de Tindouf envoie les réfugiés et celui de Laayoune les réceptionne. À ce jour, le rapatriement est toujours interdit. Donc, vous parlez de droits de l'homme. Je signale aussi que le Front Polisario pratique l'esclavage des enfants noirs. Il y a d'ailleurs un documentaire, excellent documentaire qui s'appelle Stolen, fait par 2 journalistes australiens qui a gagné de nombreux prix en Europe sur les droits de l'homme, qui va venir bientôt en France sur... Donc voilà, ça c'est un mouvement libératoire qui respecte les droits de l'homme et qui pratique l'esclavage parce que vous êtes des Arabes et eux c'est des enfants noirs. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des détenus ou des disparus. Le CSR a fait une mission au Maroc en 2003 pour justement, suite aux allégations du Polisario qu'il y avait des disparus, et la conclusion de cette commission est qu'il n'y avait plus de disparus politiques liés au conflit.
Troisièmement, ce sont des camps aussi où les familles sont séparées, c'est-à-dire qu'on envoie les enfants pour l'éducation dans d'autres pays, en Algérie ou à Cuba, dans le seul but qu'on empêche les parents de fuir. Donc on dit que les gens ils sont libres dans ces camps, pour résumer, pour laisser la parole aux autres, mais on voit bien que le HCR n'approche même pas les réfugiés, que les seuls qui arrivent à fuir, ce sont les qui arrivent à sortir. Alors que normalement le HCR, dès qu'un réfugié lui demande qu'il veut être rapatrié, il est obligé de le faire, parce que la Convention de Genève ne fait pas de distinction entre réfugiés qui soient individuels ou des milliers. En Algérie, il y a à peu près 94 000 réfugiés, 90 à Tindouf et 4 000 ailleurs. Pour les 4 000, il n'y a pas, leur droit est appliqué. Dans les 90 000, ils sont séquestrés dans 4 camps et aucun de leurs droits n'est respecté. Alors monsieur, d'ailleurs je suis étonnée de vous voir ici dans un colloque qui parle du droit international humanitaire, alors que dernièrement, la Commission européenne, le Bureau européen antifraude a fait une enquête sur ce qui se passe à Tindouf, notamment le détournement de l'aide humanitaire, l'augmentation des populations. Je suis étonnée de vous voir ici alors que le HCR et les rapports du secrétaire général vous demandent l'application du droit international humanitaire. Donc, je m'adresse aux organisateurs. Comment peut-on justifier la présence d'une organisation, non pas monsieur en tant qu'individu, mais en tant qu'un mouvement franco-polisario qui est accusé de ne pas respecter les droits de l'homme? Et donc, l'occupation, vous avez dit occupation, violation des droits de l'homme. En ce moment, il y a dans le monde arabe des manifestations. Le seul pays où les manifestations sont pacifiques, c'est au Maroc. Et pour cause, c'est parce que nous avons connu une évolution démocratique. Maintenant, j'aurais une petite question d'actualité assez courte. Et juste avant, 2 petits détails. Monsieur s'inquiète du fait que le Maroc dépense plus de 3 milliards de dollars, et c'est un chiffre bien entendu flou et qui n'est officiel nulle part, mais s'inquiète-t-il des budgets qu'alloue l'Algérie secrètement, ou même maintenant officiellement, depuis 35 ans, à l'organisation qu'il représente? C'est un autre débat. Quelle est la situation du peuple algérien? C'est un autre débat. Premièrement. Deuxième détail, vous dites que vous n'avez aucune animosité envers le peuple marocain. En tant que Marocain, c'est très agréable à vous, c'est très gentil à vous. Maintenant, aucune animosité envers un peuple qui, maintenant, il y a de cela 2 mois, sort 6 millions de personnes dans la rue, 6 millions de personnes dans la rue, pour revendiquer la marocanité naturelle du Sahara. Allez expliquer à ces 6 millions de personnes que vous n'avez aucune animosité pour eux, monsieur. Il n'y a pas d'un côté les gouvernants, au Maroc, ou le roi, ou le peuple. C'est une seule et même entité, et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est 6 millions de personnes. Maintenant, passons rapidement sur ces quelques détails. Ma question d'actualité est la suivante. BFM TV, iTélé, Fox News, la BBC, très récemment, ont eu, grâce à leurs correspondants, grâce à des généraux qui ont démissionné de leur fonction aux côtés de Kadhafi, grâce au chef du protocole de Kadhafi, qui est passé sur le grand journal de Canal+, très récemment, toutes ces personnes, tous ces médias, qui reconnaissons-le quand même un certain crédit aujourd'hui, parlent de liens particulièrement étroits, et même, bien entendu, de mercenaires dans la grande lignée des mercenaires du Polisario, qui aujourd'hui combattent avec les forces pro-Kadhafi et matent très injustement le peuple libyen. Alors où en est très clairement la position du Polisario aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Libye? Où en est votre soutien à Kadhafi? Et je vous pose même pas la question où est le soutien de Kadhafi à vous, parce que très clairement Kadhafi vous a créé en 73, on vous a financé, vous a créé, et il ne faut pas être Einstein, il ne faut pas être devin pour comprendre qu'à partir de grains de sable à Tindouf, on ne monte pas une armée de 20 000 mercenaires, et on ne s'équipe pas, et on ne voyage pas à Paris à partir de sable, et on ne va pas dans les grands hôtels défendre une pseudo-cause à partir de grains de sable à Tindouf. Voici ma question. Merci. On va essayer d'avoir... Je voulais rebondir au récent revirement de Madame Mitterrand quant aux aides qui sont attribuées par le programme alimentaire mondial aux Sahraouis, et nous avons vu un revirement brutal. À votre avis, pourquoi elle a eu ce revirement après tant d'années, sachant qu'elle a été aux côtés de M. Mitterrand, qui n'était pas forcément, et qui n'avait pas un discours qui était forcément en notre faveur? C'est ma question. J'espère avoir été bref. L'histoire de Bernard, c'est quoi? C'est qu'elle était en faveur de qui? Auparavant, elle était en faveur de qui? Je suis marocain, donc elle n'était pas en faveur. Elle était en faveur du Polisario, et maintenant elle a changé? Oui, exactement. Merci. Merci. Allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, je voudrais juste compléter une de vos affirmations. Ça concerne la Cour internationale de La Haye.
qui en 1975 avait donné sa réponse. Donc effectivement, la Cour internationale n'était pas contre une autodétermination, mais vous avez oublié de citer que la Cour internationale de La Haye a effectivement reconnu les liens des tribus sahraouis, des liens d'allégeance. Comme vous le savez, dans une royauté, il y a des liens d'allégeance envers le trône. Donc effectivement, la Cour internationale a reconnu les traités signés par les tribus sahraouis envers le trône royal. Dans un esprit démocratique, que fait logiquement, si la majorité des tribus ont reconnu l'allégeance au trône, vous parlez bien de démocratie, si la majorité reconnaît sa marocanité et son allégeance au royaume du Maroc, qui, je le rappelle, a plus de 1200 ans. Sur les 1200 dernières années, a-t-on jamais entendu parler d'une république arabe démocratique sahraoui? Je ne pense pas. On a plus entendu parler d'un royaume du Maroc avec ses provinces du sud, ses provinces du nord et ses provinces à l'orient. En 1956. Oui, mais moi je parle sur 1200 ans, non pas sur les 50 dernières années. Donc c'était ma question sur la totalité de la réponse de la Cour internationale. Merci. Je voudrais rappeler comme juriste qu'il y a un principe fondamental qui est le droit des peuples à leur libre détermination. Que le Maroc a été admis aux Nations Unies comme membre des Nations Unies à une époque où ses frontières ne comprenaient pas le Sahara occidental. Et où par conséquent, dès lors que ces frontières, lorsqu'il a été admis aux Nations Unies, ne comportaient pas le Sahara occidental, l'occupation pure et simple par la marche verte est un acte contraire à l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, comme utilisant la force dans les relations internationales. Troisièmement, et ce sera ma troisième remarque juridique, si vraiment le Maroc considérait que le Sahara occidental relève de sa souveraineté, pourquoi est-ce qu'il craindrait que le peuple sahraoui puisse se faire un référendum sur son droit complet à l'autodétermination? Pourquoi, non, vous permettez, pourquoi est-ce qu'il pose un préalable que ça ne puisse qu'être pour l'autonomie et surtout pas pour l'indépendance, sinon parce qu'il a peur que dans un référendum, les Sahraouis se prononcent pour leur indépendance. Autrement, il l'accepterait. Voilà mes réflexions en tant que juriste. Je voudrais en faire comme témoin. Je suis allé, moi, là-bas, en mission d'enquête, au mois de juillet de l'année dernière. C'est effarant, le régime policier qu'il y a là-bas. C'en est risible, au point que quand nous sommes descendus, nous avons été escortés par 5 voitures de police, et qu'à un moment, lors du passage d'un des 7 points de contrôle, il y a un des policiers qui nous escortait qui dit « Oh, on les connaît !» Il nous faisait même des signes d'appel de phare dans les maisons où nous étions, parce que nous ne pouvions aller nulle part sans être toute la nuit surveillés par une voiture de police. J'ajoute autre chose. J'ajoute que à El Ayoun, alors qu'en principe il y a l'autorité des Nations Unies, eh bien à El Ayoun, le siège des Nations Unies à El Ayoun est entièrement cerné par une haie de drapeaux marocains qui sont un véritable défi. Je voudrais maintenant, encore, non plus comme témoin aussi, mais parce que dans notre association, nous avons assuré, il y a là-bas actuellement de véritables persécutions contre les gens qui revendiquent leur droit à l'autodétermination. Il y a que, par exemple, si des gens sont allés dans les territoires de l'Est, ils sont emprisonnés à leur retour et pour plusieurs années de prison. Il y a que quelqu'un a été poursuivi et emprisonné pour avoir sur son porte-clés un drapeau sahraoui, que les défenseurs des droits de l'homme sont en tant que tels poursuivis et emprisonnés. Et alors le témoignage le plus grave, nous envoyons régulièrement des observateurs au procès. Moi, j'ai été observateur dans des procès dans le passé et dans des régimes peu recommandables. J'ai été observateur notamment au temps du fascisme de Salazar. J'ai été observateur dans la Grèce de l'époque de la première mouture Karamanlis, avec des sections spéciales, etc. J'ai toujours pu exercer mon rôle d'observateur avec une immunité d'observateur. Dans les 2 derniers cas où nos observateurs, des observateurs français, italiens, espagnols, sont allés là-bas, ils ont été hués, pris à partie par une salle nourrie d'un public marocain
et y compris les avocats marocains qui les agressaient étant en robe, ce qui nous a amené tout de même à faire un certain nombre de réflexions. Il y a qu'actuellement, il ne peut pas se tenir une réunion de solidarité ou de respect des droits du peuple sahraoui sans avoir immédiatement un commando marocain qui vient contester tout cela. Et je n'ai terminé de la façon suivante. Non, j'ai pratiquement terminé. J'ai pratiquement terminé. Dans des conditions où à Dakar, l'autre jour, au Forum social de Dakar, et notre association internationale a publié un communiqué de condamnation de cela, alors que le Forum social de Dakar est un lieu de respect des peuples, dans un souci de progrès, de libération humaine. La délégation sahraoui a été physiquement agressée par une délégation marocaine. Les femmes sahraouis qui avaient un drapeau du Sahara occidental se sont vues arracher leur drapeau, emballer la tête dans leur drapeau. Nous avons été amenés à publier un communiqué de protestation contre cela. Je voulais tout de même le rappeler et dire une chose, aux Marocains, en tant qu'avocat français, je m'honore d'être une génération, qui s'est battue pour la reconnaissance des droits des Marocains. On s'est battu pour l'indépendance du Maroc. On s'est battu pour recevoir des réfugiés expulsés par le général Guillaume. Et nous demandons simplement aux Marocains, et nous leur en présentons la facture, d'être avec les Sahraouis comme nous l'avons été avec les Marocains. Je voudrais vous poser juste une question en tant que juriste, avocat et défenseur des droits de l'homme. Moi, il y a quelque chose qui nous inquiète et qui nous interpelle, c'est un cas qui rentre dans le cadre de ce grand dossier qui est le Sahara, etc. C'est celui des enfants déportés à Cuba. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est leur statut juridique? Est-ce que le droit international ne peut pas se pencher sur cette question? Est-ce que ça ne relève pas du droit international humanitaire? Est-ce que ne sont pas des humains? Alors je vous réponds, est-ce que le droit humanitaire ne leur donnerait pas le droit de vivre libre au Sahara occidental? Ce n'est pas à vous de répondre. Oui, mais le droit humanitaire ne les autorise pas d'aller dans des maisons closes et dans des usines à tabac et dans les champs de canne à sucre. Je m'adresse à les hommes libres. Je suis un ancien disparu. Je suis une victime de violation de droits de l'homme grave. J'ai connu toute la souffrance dans les géoles des jardins secrets de ce qu'on appelle la fin de la réforme. Premièrement, de quel droit le Maroc me persécuter dans mon pays? Je demande un droit international. De quel droit le Maroc, devant les instances internationales, il réclame que les Sahraouis n'ont pas le droit de s'exprimer librement? Parce que j'étais victime du droit de s'exprimer librement, parce que j'ai dit je ne suis pas marocain, je suis Sahraoui. 1. 2. Je m'adresse à les hommes libres et les citoyens libres parce que maintenant en Europe, on vit une étape d'hypnotisation des cerveaux. La France a brandi le droit de veto contre une commission d'enquête de droits de l'homme sur les événements du mois de novembre. Et c'est les Sahraouis l'exemple qu'ils ont pris, les Tunisiens et les Égyptiens. C'est nous qu'on a fait une résistance pacifique, on réclame notre droit autodétermination. C'est pour cela maintenant, je m'adresse aux hommes libres et les consciences libres de voir maintenant comment les lois internationales de droits de l'homme sont appliquées. Parce qu'il y a des cas très sélectifs. Pour l'Irak, ils ont passé immédiatement. Pour je sais bien, la Tunisie maintenant, je sais bien tous les louanges qui sont faits pour le dictature déchu par la France et par les Américains, par tout le monde, parce qu'il y a des intérêts là-dessus. Maintenant, chaque conférence qu'on fait sur le droit de... Parce que le problème c'est ça. Nous, les Sahraouis, on réclame pourquoi, s'il y a 6 millions qui disent ça, celui de Mrad, 6 millions qui brandit, est-ce que 6 millions, ils ont le droit de le dire non, ne sont pas libres de s'exprimer? Dites dans le Maroc ce que vous voulez. Vous êtes 35 millions qui disent que le Sahara marocain. Mais le droit international ne dit pas ça. Nous sommes un peuple qui réclame le droit d'autodétermination. Ni moins, ni plus, selon les chartes des Nations Unies, selon la loi et la Constitution internationale. Là maintenant, vous dites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas m'empêcher de réclamer mon droit. Moi,
Si vous parlez ça que représente le Front Polisario, je m'en fous du Front Polisario. Je suis un citoyen libre sahraoui qui réclame son indépendance. Et c'est pour cela maintenant, il faut arrêter cette... parce que vous êtes vraiment conditionné. Vous êtes un peuple qui était endoctriné. Je voulais dire franchement. Merci. Alors, bon, moi je suis réalisateur de documentaires. En ma qualité de parle, et je me spécialise sur la thématique des processus de paix. Bon, j'ai une réflexion depuis une douzaine d'années sur les processus de paix. Bon, je considère que la sortie de l'apartheid est un processus de paix. J'ai un peu réfléchi là-dessus. L'Irlande du Nord aussi, il y a eu un processus de paix qui s'est inspiré de la sortie de l'apartheid. Et actuellement, un processus de paix en Pays Basque qui, dans ses débuts, je dirais, adopte, je dirais, un petit peu les enseignements, les succès qu'ont été la sortie de l'apartheid et le processus de paix en Irlande. Alors, je dirais, par ces exemples et cette réflexion autour d'une histoire des processus de paix, il y a des fondements, il y a, je dirais, des éléments de logique, de bon sens, qui sont qu'il y a un vrai processus de paix, digne de ce nom. Il y a ce qu'appelle, je crois, le sénateur Mitchell, fondamental, c'est qu'il n'y ait pas de conditions préalables. Je crois que monsieur a parlé de conditions préalables. C'est fondamental. Si vous voulez pouvoir faire la paix entre des peuples, vous devez admettre que chacun a un projet légitime, politique. Que le roi du Maroc propose une solution d'autonomie à la marocaine, c'est un projet légitime. Pourquoi pas? Que le Front Polisario propose un projet d'indépendance, c'est aussi un projet légitime. Il n'y a pas, je dirais, de conditions juridiques qui s'opposent à cela. Mais dans un processus de paix, il faut admettre que tous les projets politiques puissent être discutés. C'est un fondamental. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu un processus de paix dans le monde qui a pu réussir, c'est parce que les parties en conflit pouvaient discuter sur le fait d'accepter que tous les projets doivent être mis sur la table. Alors, bien sûr, il y a d'autres, je dirais, graduations. Il faut arriver à un moment donné qu'il y ait un référendum pour que les peuples concernés décident de leur devenir. Voilà, c'est un peu le constat que je voulais partager avec vous, à la lumière d'autres exemples qui ont réussi. Merci. Ce débat est extrêmement intéressant. Je suis avec beaucoup d'attention et j'entends les arguments de part et d'autre. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand on dit tous les Marocains sont pour la marocanité, etc., j'ai des amis au Maroc, des juristes et des non-juristes, et je voudrais ici témoigner que, certes, c'est sans doute une petite minorité, mais il y a quand même au Maroc aussi des gens, notamment, je pense à l'Association marocaine des droits de l'homme, qui, sur ce problème, prennent, à mon avis, une position qui est le départ de toute solution. Donc, au sein de l'Association marocaine des droits de l'homme, il y a différents courants qui sont représentés. Il y a des gens qui ont été très longtemps en prison au Maroc, notamment pour avoir pensé que le Sahara devait avoir le droit à l'autodétermination. Des Marocains qui ont été pendant 10, 20 ans en prison, notamment parce qu'ils estimaient que le peuple sahraoui devait avoir le droit à l'autodétermination. J'en connais personnellement quelques-uns. Donc, si vous pensez que ça n'existait pas, je peux vous les présenter. Hein? Non, enfin, mais donc, je crois que le point de départ, la position que l'Association marocaine des droits de l'homme prend là-dedans est une position extrêmement intelligente. C'est une position qui consiste à dire il faut qu'il y ait un débat qui est possible, et à l'intérieur de l'association, il y a un débat, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a des partisans de la marocanité, il y a des partisans de l'autodétermination à l'intérieur d'une association marocaine. Le débat doit être possible. Le débat doit être possible dans l'espace public, pas uniquement en privé dans un salon en cachette, mais il doit pouvoir être mené avec des arguments et avec des réflexions. Les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits à la liberté d'expression sur cette question, mais aussi les droits, je dirais, de procès équitable, etc., doivent être respectés parce que c'est le début de toute possibilité de dialogue et de solution.
Et ces Marocains de l'Association marocaine des droits de l'homme, ils vont au même procès à la June que Roland. Hein, et ils disent la même chose. Hein. Ils disent exactement la même chose que ce que Roland dit sur le non-respect des droits de la défense dans ces procès. Hein. Et je crois qu'ils ont raison. C'est le tribunal qui tranchera. Vous n'êtes personne pour dire s'ils ont raison ou pas. Je dis simplement qu'il y a des Marocains d'une association, des Marocains des droits de l'homme. Si vous me permettez, je sais bien que mon opinion, mon opinion ne vous plaît pas, mais bon, c'est une opinion comme une autre. C'est une opinion comme une autre. Donc je dis simplement, l'association marocaine des droits de l'homme confirme qu'il y a des graves problèmes à ce niveau-là, de liberté d'expression, de procès équitable, etc., sur ce cadre-là. Hein. Et donc, je crois que en même temps, s'il n'y a pas, et je pense que ça vaut pour les deux côtés, hein, s'il n'y a pas, ça vaut pour les deux côtés, s'il n'y a pas cet esprit qui consiste à dire, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir trouver une solution, et toutes les options doivent être possibles d'être discutées, et toutes les positions doivent pouvoir être exprimées, et en même temps, il faut le respect du droit international et le respect de la liberté d'expression, du droit à un procès équitable, etc., je crois que vous ne vous en sortirez jamais. Hein. Ce conflit, on ne s'en sortira jamais. Donc, et je voulais simplement témoigner qu'au Maroc, j'ai aussi constaté qu'il y a une autre approche qui est possible. Hein. Et pour le reste, j'écoute avec intérêt vos arguments. Il s'agit du camp de Gdem Izek. C'est quelques centaines et puis après quelques milliers de populations qui sont sorties d'El Ayoun, qui ont établi des campements et avec clairement des revendications économiques et sociales. Alors, monsieur dit que ça a été le point de départ de ce qui s'est passé ensuite en Tunisie. La langue française a un mot pour ce que vous venez de dire, ça s'appelle de l'auto-encensement. Donc je ne vous rejoins naturellement pas du tout sur ce que vous venez de dire, que le camp de Gdem Izek était là pour des revendications économiques et sociales, et les gens ont été entendus, reçus, donc la situation est totalement apaisée, dans le calme, sans un seul mort, sans un seul blessé. C'est pas moi encore une fois qui le dis, c'est Amnesty International, c'est Transparency International, c'est Human Rights Watch. Encore une fois. Maintenant, voici la partie du Maroc. Voici la copie qu'a rendue le Maroc concernant l'affaire de Gdem Izek. Et ce n'est pas du tout en contradiction avec ce qui se fait dans notre pays, puisque déjà en interne, nous avons ce qu'on appelle l'instant d'équité et de réconciliation, que le président Sarkozy lui-même devant le Parlement marocain en 2007 a dit qu'il remerciait le Maroc de donner, des leçons de démocratie. Et enfin, pour les amoureux des droits de l'homme, dont M. Roland s'est fait le porte-parole, pour les amoureux des droits de l'homme et du droit en lui-même, merci de soutenir la seule organisation au monde qui n'a jamais eu le courage de recenser sa population, ni même d'élire ses membres depuis 35 ans qu'ils existent. C'est très riche d'entendre tous ces points de vue, et je respecte tout un chacun, tout simplement. On doit arriver à une situation dans laquelle chacun respecte l'opinion de l'autre. Nous sommes maintenant dans un processus de négociation entre le Polisario et le Maroc depuis 2007 pour arriver à une solution. Et les bases sont claires, la légalité internationale, les résolutions des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, ce sont la base. Ce sont la base. La base. Pour ce qui est des questions que vous avez proposées, Madame m'a dit que le Polisario était créé à Rabat. Par des étudiants sahraouis qui ont étudié la culture arabe. Madame, ça c'est faux. Non, mais écoute, moi, c'est mon tour. S'il vous plaît, laissez-le maintenant. Laissez-le répondre. C'est mon tour de parler. Laissez-le répondre pour que je puisse entendre ses arguments. C'est mon tour de parler. Non. Atman, s'il vous plaît, laissez. Non. Moi, je réponds. Laissez-moi. Ah, non. Moi, j'ai... On laisse, s'il vous plaît,
Laissons monsieur répondre. Allez. Non, s'il vous plaît, chacun garde son calme. On laisse brièvement Omar Mansour s'exprimer. Éventuellement, ensuite peut-être très brièvement un autre point de vue en arrière. Ça répond jusqu'à la fin sans l'interrompre. Ça c'est. Moi je vous ai écouté, je ne vous ai pas interrompu. Et s'il vous plaît, faut écouter. Les Polisario, c'est un mouvement de libération du Sahara occidental, créé en 1973, dans la localité de Ain Bentili, madame, et non pas à Rabat. Ils existent, écoutez, ils existent des fils d'émigrés sahraouis au Maroc qui ont intégré les Polisario. Mais de la même façon que si maintenant un étudiant fait des études aux États-Unis et arrive au Maroc et crée un mouvement, on dit le mouvement a été créé à Washington. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, madame. C'est une réalité claire. Mais ça, c'est pas l'essentiel. En ce qui concerne. Non, j'arrive par ordre. Je ne veux pas sauter aucune question. En ce qui concerne le tribunal international de justice, madame, le tribunal international de justice a dit que malgré qu'il existe des liens, écoute, des liens d'allégeance, attendez, entre certaines tribus et les rois du Maroc, et entre des relations entre des tribus situées à un côté et à l'autre avec l'ensemble mauritanien, madame, il a dit, et c'est ce que vous ne voulez pas lire, il a dit clairement que malgré ça, il n'est pas susceptible d'empêcher l'application du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ça, c'est la vie. Votre problème, le Marocain, c'est que vous faites comme ceux qui, en lisant « Waylun lil musallina » vous lisez jusqu'à Waylun lil musallina et le reste, vous ne tenez pas compte. Je l'ai cité. J'ai dit malgré l'existence des liens. Non, vous n'avez pas dit le mot lien. C'est pour ça que... mais de toute façon, madame, le Maroc, s'il vous plaît, monsieur, Atman, خلينا نكملوا. خلينا. Pour rester envers cette personne et tous les gens qui se pour tous les deux. Donc, le Maroc n'a même pas attendu la conclusion que les Nations Unies prennent une résolution en fonction de cette conclusion. Cette conclusion a été faite le 10 et déjà, votre pays avait envoyé ses forces aux frontières du Sahara occidental sous forme, entre guillemets, de la marche verte. C'est la plus grande du pays du monde. La marche verte n'existe pas. C'est une marche de l'armée marocaine accompagnée pour le décor de certains gens qui pour éviter les coups d'État. Ils sont passés plusieurs fois au Maroc. Et puis, attendez, s'il vous plaît. Tu dois arrêter. Troisième. Il y a eu 2 coups d'État. Il a envoyé ses militaires. Troisième élément. Écoutez, on comprend qu'il y a des arguments complexes. Si vous voulez entendre la réponse, il n'y a pas de démocratie. Ils ne sont pas habitués à la démocratie au Maroc.